Bon, alors, ce que je vous propose, c'est qu'on démarre. Il est 11h05 et s'il y a des gens qui nous rejoignent en route, ils perdront la présentation de Myriad, mais ils auront les cas d'usage. Et je vais faire donc une présentation très brève pour occuper les 2 prochaines minutes. Et ensuite, Kwame, qui est un data scientist senior, qui connaît très bien les sujets d'IA générative, vous présentera un certain nombre de concepts et de cas d'usage, et vous parlera aussi de la maturité, des risques et des opportunités de l'IA générative. Myriad, pourquoi nous sommes légitimes sur ce sujet, c'est que Myriad a été créé en 2016. Et pendant de 2016 à 2023, nous avons essentiellement fait de la R&D sur des sujets de Natural Language Processing, c'est-à-dire d'interprétation du langage naturel, avec un petit peu aussi de computer vision. Et pourquoi ça nous rend légitimes? C'est qu'à partir de 2020, nous nous sommes lancés dans des activités de conseil. Et évidemment, je dirais que le terrain de R&D, la culture R&D et IA de Myriad donnait de la légitimité à nos data scientists pour aider nos clients à faire leur propre cas d'usage. Derrière, en 2020, les IA génératives sont arrivées et, comme vous le savez ou pas, ce qui sous-tend les modèles les large language models qui sont en fait ce qu'il y a dans l'IA générative, ce qui sous-tend ça, c'est le NLP, c'est-à-dire l'interprétation du langage naturel, et donc les sujets de R&D sur lesquels Myriad avait travaillé depuis 7 ans. Donc évidemment, très naturellement, avec une grande facilité, nous avons intégré les sujets LLM et formé nos équipes dessus pour celles qui ne l'étaient pas déjà, puisque si vous êtes très fort en NLP, techniquement, vous êtes forcément en mesure d'appréhender très facilement l'IA générative. Alors, l'arrivée de l'IA générative, du fait de nos spécialités qui correspondaient vraiment à cette technologie, nous ont permis de multiplier notre business, notre chiffre d'affaires et nos équipes par 3 en 2 ans. Donc, on a eu une très forte croissance ces dernières années. Aujourd'hui, on a une quarantaine de consultants, dont plus de la moitié travaillent aujourd'hui sur les LLM. Et il me reste maintenant, après cette petite introduction, à passer la parole. Vous pourrez bien sûr poser des questions et accéder à la présentation et au replay de cette séance après le webinaire et les questions, bien sûr, pendant le webinaire. Alors, pour les questions, ce que je vous propose, c'est que vous avez sur votre écran la possibilité en bas de cliquer sur... Alors, je m'y mets parce que de cliquer à un endroit. Zut, j'ai fait avancer la présentation, non? Ah oui, de cliquer sur réagir, où il y a un petit cœur. Et quand vous cliquez sur réagir, ensuite vous cliquez sur lever la main. Et à partir de ce moment-là, on vous donnera Kwame, qui préside le destiné de cette présentation. Dès qu'il me le dira, vous donnera la parole pour intervenir. Ou alors, vous pouvez poser les questions dans le chat et on les reprendra à la fin. Donc voilà, donc on essaye, vu qu'on n'est pas très nombreux, d'avoir un format relativement interactif pour que ce soit moins didactique et moins embêtant pour tout le monde. Voilà, merci beaucoup et Kwame, c'est à toi. Merci, cher Eric. Bonjour à toutes et à tous et ravi de participer à ce webinaire et de vous parler de ce sujet fascinant qu'est la GNR en 2024. Je suis Kwame Maeden, data scientist, mais tout simplement passionné de tech et de data. Et ça fait des années que j'ai la chance d'évoluer dans de grands secteurs et grands groupes, notamment dans l'énergie, le retail, les matériaux et le luxe. Et donc de voir comment cet écosystème-là de la tech, de la data a évolué jusqu'à l'avènement de la GenAI et de comment son pouvoir transformateur a été utilisé en bien ou en moins bien parfois en fonction des décisions qui ont été prises. Donc, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de parler de GenAI, mais de façon très décomplexée, sans tout le buzz qu'il y a tout autour, de façon pragmatique, et de parler de tout ce qu'on peut faire avec et dans quel cadre est-ce qu'on arrive à bien le faire. C'est ce qu'on va essayer de faire.
Donc, comme l'a dit Chaléric, je préfère un truc interactif, donc on essaiera de répondre aux questions au fur et à mesure. Alors, sans embâge, c'est quoi la GenAI? Ça fait un moment que le terme court les rues, mais juste une petite piqûre de rappel. GenAI pour Generative AI ou intelligence artificielle générative, c'est avant tout de la création de contenu hein, de façon très vulgaire, mais c'est qu'on essaie de générer des tests, des images ou des prédictions à partir de modèles d'apprentissage qui eux-mêmes ont été entraînés sur de grands corpus de données. Ces données étant générées par des humains, donc on essaie d'apprendre à ces modèles à raisonner et puis à prendre des décisions comme un humain pourrait le faire. Et je tiens à le préciser, on imite les humains, on n'est pas en train de créer un humain qui va prendre la place des autres. Je pense que par les temps qui courent, c'est très important de préciser qu'on n'est pas là, même si Elon Musk est en train de travailler dessus. Donc on imite les humains et puis on essaie d'avoir un raisonnement similaire à ce que fera un humain. Alors, sans surprise, hein, c'est un marché qui a explosé sur ces dernières années et qui risque d'exploser encore un peu plus. C'est un marché à des dizaines de milliards. 88% des entreprises ont vu une augmentation de leur productivité, notamment avec une automatisation des tâches qui a été décuplée. Là, on peut se permettre un petit scepticisme en se disant, bon, c'est des chiffres, mais dans la vraie vie, qu'est-ce que ça vaut? Mais prenons quand même 2 secondes pour analyser le principe fondateur de la technologie elle-même, parce que finalement, qu'est-ce qu'on fait? On recueille une grande volumétrie de données, on prend un modèle d'apprentissage et puis on lui apprend que quand il y a un événement A qui se produit dans un tel contexte, en fait, c'est suivi par un événement B et puis un événement C et ainsi de suite. Donc, en gros, c'est ce qu'on fait tout simplement. Et donc, quand vous avez un modèle qui a été entraîné et qui sait prendre ses décisions à la manière d'un humain et que vous l'appliquez dans le cadre d'une entreprise, vous vous retrouvez avec une efficacité maximale. Parce que toutes les tâches qui sont chronophages, vous pouvez désormais les automatiser en un clic. C'est aussi une réduction donc des coûts parce que vous avez moins de ressources pour beaucoup plus de résultats. Et de façon très importante, c'est une expérience client qui est boostée. Parce que là, on est à une hyper personnalisation à grande échelle où le modèle d'apprentissage est incapable de prendre des décisions, de faire des calculs plus rapidement qu'un humain et qui connaît les patterns peut prendre des décisions en fonction de chaque client et puis aboutir à une hyper personnalisation. Donc voilà, sur le principe fondateur même de cette technologie, c'est pas si surprenant qu'on ait un marché qui soit en grande évolution et en grande progression. Bon, là, c'est sortant un peu de ce cadre un peu général pour voir ce qui se fait aujourd'hui dans l'industrie avec la GenAI. Vu qu'on a un public assez varié, nous allons présenter un peu les cas d'usage par secteur et n'hésitez pas à m'interrompre si vous voulez plus de détails là-dessus. Donc, la GenAI aujourd'hui, ici on commence par le retail. Alors, excuse-moi, Kwame, je te coupe une demi-seconde pour dire deux choses. La première, peut-être que tu peux parler un tout petit peu plus doucement. Ok. Hein, je pense que ce sera plus clair pour tout le monde. Et la deuxième, c'était pas pour ça que je t'interrompais, c'était pour dire que la GenAI rend forcément l'outil plus intelligent que n'importe quel humain. Et en tout cas, pour un certain nombre de tâches, et je vais donner un exemple très simple, c'est qu'il est possible de donner à une GenAI à lire 1 million de livres et ensuite de pouvoir répondre à n'importe quelle question concernant ces 50 millions de livres. 50 millions de livres, c'est impossible à aucun humain de pouvoir lire ça dans toute sa vie. Et, et la GenAI peut le faire en quelques minutes et apporter des réponses sur une telle base de données. Voilà. À Yes. toi. Ouais, je parlais des capacités de calcul beaucoup plus accrues pour des machines. En termes de données, les machines sont beaucoup plus rapides à les gérer que les humains. Donc, enfin, le résultat, c'est que justement, on peut faire des choses avec ces modèles de GenAI qu'un humain mettrait des millions d'années à réaliser. Alors, si on revient au panorama des cas d'usage, et j'essaierai d'aller plus lentement, dans le retail, le premier cas d'usage qui se fait très, très couramment aujourd'hui, c'est la personnalisation des campagnes marketing. Donc, on peut aujourd'hui utiliser des modèles d'IA pour analyser les comportements d'achat des clients. Et quand on arrive à le faire, on peut alors proposer des publicités qui sont beaucoup plus ciblées, beaucoup plus adaptées à chaque clientèle. Parce que le pattern d'achat, finalement, en tant qu'humain, quand on a envie d'acheter quelque chose, le pattern, finalement, on se rend compte qu'il est assez courant commun pour tout le monde. Et donc, à partir de ces généralisations, on peut essayer de proposer des choses beaucoup plus ciblées et ça arrange et l'utilisateur et l'acheteur et l'entreprise qui peut avoir un boost aussi dans ses ventes. Le deuxième point, le deuxième cas d'usage, c'est l'amélioration de l'expérience client avec l'avènement des chatbots aujourd'hui. Donc, c'est des assistants virtuels qui sont capables de répondre aux clients
et qui connaissent donc le client, qui connaissent ses habitudes et ses petites habitudes et qui peut proposer des réponses qui sont très adaptées à tous ses besoins sans intervention humaine. Donc, c'est le type d'activité où s'il faut mettre un individu ou une personne là-dessus, il faudrait quand même mobiliser une grosse équipe, alors qu'avec la GNR qui connaît déjà les habitudes, on peut automatiser ces tâches-là de façon plus rapide et avec moins de ressources. Et dans le retail, un troisième cas d'usage, c'est la prévision de la demande. Aujourd'hui, c'est un domaine qui était réservé à des modèles statistiques par le passé, mais aujourd'hui, nous avons des modèles de GenAI qui permettent de faire de la prévision de vente, de stock et d'optimisation en se basant sur des données historiques et sur les patterns qui ont été retrouvés dans ces données-là. Deuxième domaine, l'industrie du luxe. Un cas d'usage commun aujourd'hui, c'est l'optimisation de la conception de produits. Donc, on utilise l'IA pour analyser les tendances du marché dans une première partie, les préférences des consommateurs, et ça permet donc de créer des collections qui répondent mieux aux attentes de ces consommateurs. Et c'est aussi le type d'activité où s'il fallait mettre un humain là-dessus, analyser des millions et des millions d'entrées et de comportements ou d'events des consommateurs prendrait un temps fou à réaliser. Mais avec la GenAI, on peut tout simplement automatiser de façon plus rapide ces tâches-là. Alors, un domaine beaucoup plus artistique dans l'industrie du luxe, c'est la création de contenu visuel. Aujourd'hui, on peut générer des images et des vidéos de haute qualité pour des campagnes marketing. Donc, c'est des campagnes ou des vidéos qui sont basées sur l'identité même de la marque. Je pense que ça, on en reparlera de façon plus précise après, qui sont basées sur l'identité de la marque et avec un bon prompt, on peut générer des vidéos et des images. Le type de tâche qui, avant, demandait des quantités euh, non mesurable d'heures pour pouvoir générer. Aujourd'hui, avec un prompt qui avait de belles images, on peut arriver à générer des vidéos et puis à se servir rapidement pour des campagnes marketing. Il y a aussi l'analyse des sentiments qui permet donc dans l'industrie de Lust de comprendre en fait quel est le sentiment ou des clients par rapport à leur expérience sur un site, par rapport à leur expérience d'achat. Donc, on peut utiliser des outils pour analyser des patterns en fonction des commentaires et de ce que le parcours client pour se dire si le client a été satisfait ou pas satisfait. Et s'il a été satisfait, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour l'améliorer? Et s'il n'a pas été satisfait, qu'est-ce qu'on pourra aussi faire dans le même cas? Je vais essayer d'aller plus rapidement sur les autres euh, domaines, les secteurs d'activité, mais n'hésitez pas à m'interrompre, surtout si vous avez des questions sur certains use cases. Dans la supply chain, ce qu'on peut faire aujourd'hui, c'est ce qu'on fait très couramment, c'est la précision accrue dans la gestion des stocks. On peut aussi optimiser des itinéraires de livraison et on peut aussi faire de l'analyse de risque. Dans la santé, on peut faire aussi des diagnostics assistés par l'IA. Nous avons des modèles de GenAI qui peuvent aujourd'hui faire des diagnostics en identifiant des anomalies avec une très très grande précision. C'est aussi une personnalisation des traitements. On est encore là sur l'échelle de l'hyper-personnalisation parce que nous avons des modèles qui connaissent les antécédents des patients et qui peuvent les intégrer, et les digérer et puis proposer des solutions ou des traitements qui sont très adaptés en fait à la situation du patient. Et ça permet aussi de prédire à une plus grande échelle des épidémies. On sait que quand il y a un événement A qui se produit à tel endroit, peut-être que l'événement qui va suivre va entraîner l'événement C. Et donc, à partir de ça, on peut analyser les chaînes et dans ce processus prédictif-là, prédire des épidémies avant que ces épidémies-là n'arrivent. Est-ce que ça va au niveau de la vitesse? Chaléric, tu me diras. Moi, je suis très, très content. Je, je- Mais c'est à tous nos autres de le dire. Vous pouvez lever la ouais. main. Ah, j'ai une Daou qui a une question, donc je lui donne la parole. Oui, merci, Chalric. En fait, j'ai juste une question. En fait, comme l'IA générative, comme son nom l'indique, en fait, elle permet de générer de contenu en se basant sur une énorme base de données. Et du coup, là, je voulais savoir, en fait, j'ai pas compris l'apport de l'IA générative pour certains use cases, par exemple pour l'analyse des sentiments, ou comment on peut utiliser l'IA générative pour prédire la demande, par exemple. J'ai pas trop compris comment on peut utiliser l'IA générative pour prédire la demande et optimiser le stock, par exemple, ou... Alors ça, on va peut-être euh, y venir dans la suite de la réunion, je crois, Kwame. Ah, on va y venir, ouais. Mais ok, pour faire simple,
l'analyse de sentiments, ou même pour la prédiction. Aujourd'hui, quand on veut prédire la consommation d'énergie dans un foyer, on a des données historiques, par exemple, sur les années précédentes, qui disent combien d'énergie a été consommée à quel mois. Et donc, à partir de ces données-là, quand on arrive à entraîner des modèles fondationnels sur ces données historiques, on peut aujourd'hui donner un modèle au mois de janvier et puis lui demander de prédire la consommation d'énergie au mois, Oui, ça, au j'ai mois de bien mars. compris. Mais est-ce qu'on aura besoin de l'IA générative pour faire ça? On peut appliquer des modèles normaux et on peut faire la prédiction et les sentiments. C'est ça. Je n'ai pas compris l'apport de l'IA générative pour. J'y reviendrai. Je pense que les deux Ok, domaines ne s'excluent pas. En fait, on peut utiliser les deux domaines. Il y a une force exceptionnelle en utilisant le modèle d'IA générative parce que ça a déjà capitalisé sur de grandes quantités de données. Et ça, ok, c'est un avantage que n'ont pas les modèles classiques parce que vous avez des données restreintes. Le gros avantage, c'est que c'est des modèles qui ont déjà vu des milliers et des milliards de données. Et donc, à partir de là, la généralisation elle est beaucoup plus facile en ok, utilisant l'IA générative par rapport à des technologies classiques. ok, ok, merci. Donc, on était à l'éducation. Aujourd'hui, on a aussi, on reste dans la personnalisation, hein. La personnalisation de l'apprentissage. On a des plateformes d'apprentissage aujourd'hui adaptatifs qui proposent des contenus qui sont adaptés en fait au niveau et puis à l'intérieur de chaque élève. On peut aussi faire de l'évaluation automatisée et l'analyse des données d'apprentissage. Dans la finance, c'est surtout l'analyse des risques de crédit. Je pense que ça, c'est un use case qui est assez commun dans la finance, dans l'assurance et dans les banques. C'est des modèles qui peuvent évaluer la solvabilité des emprunteurs en analysant des données variées, y compris le comportement et les dépenses et d'épargne. En fait, ce qui se passe là, c'est que sur chaque individu, on peut recueillir encore des millions d'entrées ou de données sur la personne. Et donc, quand on prend une seule personne pour analyser toutes ces informations-là, encore le problème, c'est que l'information elle est un peu trop grande, donc très longue à digérer, alors qu'avec des modèles qui ont déjà appris des patterns, peuvent tout seuls prendre des décisions. Alors, pas tout seuls parce qu'il y a une validation derrière, mais ils peuvent quand même pré-matcher le travail pour que ce soit beaucoup plus facile à prendre en main par une personne derrière. Ça permet aussi de détecter des fraudes. Euh, c'est toujours dans ces processus-là où effet domino, on a l'effet A qui provoque l'effet B. C'est des cas qui sont très comply avec la GenAI. Et dans le conseil financier automatisé, là encore, on est sur la personnalisation de l'expérience client dans le secteur de la finance. Alors, rapidement, les deux secteurs dont on avait envie de parler, c'est les médias, le divertissement. Ça, je pense que vous l'avez déjà vu sur Instagram ou TikTok, la création de contenu généré par de l'IA. Aujourd'hui, c'est très facile avec un prompt ou avec une image de générer une vidéo et puis de pouvoir la publier sur son réseau social favori. Et donc, ceux qui créent du contenu savent que ça peut prendre des jours ou des heures à créer. Aujourd'hui, avec un petit prompt, en quelques minutes, on a une vidéo, un contenu qui est exploitable et qu'on peut uploader. On peut aussi analyser les préférences des utilisateurs, faire du marketing ciblé. Et dans le tourisme ou l'hôtellerie, on va personnaliser les offres, optimiser la gestion des réservations et puis aussi créer des chatbots. Je pense que ça, vous les avez rencontrés sur plein de sites aujourd'hui qui vous répondent et qui deviennent de meilleurs avec le temps en fonction de l'interaction que vous avez avec. Alors, ça, c'est un panorama des cas d'usage de façon très générale. Maintenant, nous allons essayer d'aller un peu plus en immersion. Euh, sur des cas d'usage que nous avons réalisés avec nos clients. Donc, c'est des projets sur lesquels nous avons commencé depuis le cadrage, l'implémentation de la solution technique. Donc, des sujets sur lesquels nous pouvons aller beaucoup plus en immersion. Et ce que nous allons essayer de faire, c'est que pour chaque use case que nous allons présenter, nous allons parler de quoi, dans quel contexte est-ce que ça s'est passé, mais pourquoi, c'est quoi le besoin métier, pourquoi ça en avait besoin, la solution qui a été implémentée, les difficultés, pour vous donner aussi une idée sur les écueils auxquels il faut se préparer. Ça a été quoi le retour sur investissement. Et puis, optionnellement, ils ont présenté aussi l'aspect technique pour que vous fassiez une idée de tout ce qu'il faut mobiliser pour pouvoir développer une solution GenAI. Alors, Kwame, je t'interromps juste une seconde. Mhm. Je précise que les stacks techniques ne seront pas donnés sur chaque cas d'usage, mais à la fin, on les reprendra pour chaque cas d'usage. Et j'ai également une question de Daou, donc je lui donne la parole. Non, Euh, non, j'ai pas de question. En fait, je j'ai pas de question. Ah bon, ok, Merci. bon alors, merci Daou. Merci. Je pense que Daoud, tu peux recliquer sur la main parce que tu as la main levée. C'est pour ça. Euh, alors, le premier cas d'usage dont on va parler, c'est la génération de messages automatisés. Donc, qu'est-ce qu'on a envie de faire ici? C'est
de générer un message personnalisé par client en prenant en compte l'image de la marque et les habitudes du client. Donc aujourd'hui, quand vous allez dans certains secteurs comme le luxe, vous avez des conseillers à qui on réaffecte d'un jour à l'autre une centaine de clients et ces conseillers-là ils doivent envoyer un premier message pour prendre un rendez-vous avec ce client et pour pouvoir lui proposer des produits ou pouvoir lui présenter euh, d'autres arrivages. Et donc quand vous avez une centaine de clients qui ont leurs habitudes, qui ont leur petite manière aussi, il faut pouvoir entamer cette conversation-là avec un message qui soit hyper personnalisé. Et s'il faut faire cette étude-là pour les 100 clients, ça devient très compliqué. Et donc, ce que le désirait le métier dans ce cas d'usage, c'est de réussir à créer une application qui, en un clic, peut intégrer les informations d'une part de la marque, son identité, sa façon de parler, et puis les informations du client, et qui, à partir de ces deux informations-là, peut générer un message qui est hyper personnalisé où le client derrière qui va le recevoir peut se sentir, se retrouver dans ce message-là. Voilà. Et donc, en termes de solution, c'est une solution qui a été implémentée en plusieurs étapes. Et là, ce que j'ai envie de montrer, c'est l'implication du business et comment est-ce que la GenAI, dans les sujets, dans les use cases qui sont réussis, ne marche que quand on s'associe de façon très intrinsèque étroitement avec le business. Donc, la première étape dans l'implémentation de ces solutions-là a été de travailler étroitement avec le business pour pouvoir définir ce que c'est le ton de la voix de la marque, le message cible et donc, ça, c'est un travail qui se fait avec les équipes commerciales, les équipes business, les équipes qui avaient l'habitude de travailler avec les clients pour savoir ce que c'est l'identité d'un message envoyé par la marque. La deuxième étape a été le prompt engineering. Donc, c'est l'étape à laquelle on essaie de conditionner le modèle d'IA générative à envoyer le bon message en fonction du bon canal. Est-ce que c'est un SMS, est-ce que c'est un email? Donc, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on met là-dedans? Et comment est-ce qu'on fait justement pour que tous les messages qui sont générés rentrent en fait dans le cadre de la marque et qui soient des messages avec un formalisme qui est adapté en fait au style de la marque. Et la dernière étape de cette implémentation, une fois que nous avons ce modèle d'IA générative qui génère ce message, la dernière étape, c'est un peu cette validation humaine où on veut quand même garder l'humain dans la boucle et qui contrôle justement la qualité de ce message et qui donne le go final. Donc, finalement, quand vous regardez cette pipeline, nous avons un travail en amont avec le business pour pouvoir recueillir les data et le besoin, définir ce qu'on a envie de faire. Un travail qui est fait après par l'équipe technique pour générer le message. Et puis, il y a l'humain qui reprend la main là-dessus pour valider ce message. Donc, en termes de difficultés sur ce genre de sujet, ce à quoi il faut s'attendre, c'est un peu les défis du prompting, hein. À partir du cadrage commercial, c'est comment est-ce qu'on arrive à trouver un équilibre entre les informations à intégrer dans le prompt et la formulation finale qui soit adaptée en fait au message. Et c'est un sujet sur lequel la création d'un écosystème d'IA générative, vous voyez, en fait, il faut aller chercher des données, il faut les mettre dans un prompt, et puis après, ils font une pipeline de validation. Donc, c'est un écosystème qui peut être difficile à créer d'un point de vue technique. Donc, c'est quelque chose qu'il faut anticiper, autant dans la création de cet écosystème-là que dans la durée de développement que c'est susceptible de prendre. Mais quand on a réussi à le faire, aujourd'hui, quand on pose la question en fait au métier Product Sondage, c'est que nous avons réduit du temps consacré à ces tâches chronophages de rédaction de ces messages. Donc, on a moins 50% s'il fallait l'évaluer sur le temps qui est consacré justement à la rédaction de ces messages et à l'envoi de ces messages. Et puis, le deuxième point qui est très important, c'est si vous avez 100 conseillers qui ont juste leur façon de faire, en termes de conformité, de qualité, vous n'avez pas quelque chose qui est homogène. Donc, un conseiller A n'a pas la même façon d'envoyer un message qu'un conseiller B, mais avec un outil de GenAI qui rassemble un peu toutes les guidelines de la maison, on arrive à générer des messages qui sont conformes d'un conseiller à un autre et donc qui permet d'assurer une continuité dans le temps, même si le conseiller est remplacé. Et le troisième point, c'est que c'est une technologie qui arrive quand même finalement à mettre l'humain au centre. Et dans la psychologie du changement, c'est quelque chose qui est très important en termes d'adoption, parce que quand on développe des solutions où il n'y a plus d'humain dans la boucle, c'est très difficile de convaincre les équipes justement de les adopter. Mais avec une solution formulée de cette façon-là, nous avons l'humain qui se trouve dans la boucle et donc ça permet une adoption beaucoup plus grande. Alors, le deuxième cas d'usage, donc peut-être qu'on pourra répondre un peu plus à la question de Daou ici, c'est la prévision des ventes pour les produits de luxe nécessitant une anticipation d'approvisionnement.
Donc, le contexte ici, c'est que l'approvisionnement en pierres et matériaux précieux nécessite une anticipation importante. C'est des denrées ou des produits qui sont assez rares, donc il faut toujours se préparer en fonction de la saison à faire l'approvisionnement pour pouvoir continuer à produire et ne pas arrêter les chaînes de production. Et donc, ce que désirait le métier pour ce use case, c'est en fait d'améliorer les prévisions des experts en fournissant des modèles puissants capables d'exploiter des signaux faibles. Et les signaux faibles, c'est qu'on est dans un contexte où il n'y a pas de très grande quantité de produits à prédire. Et donc, on n'a pas vraiment de tendance. Et donc, l'idée là, c'est vraiment d'utiliser de la GenAI pour aller chercher tous les signaux faibles, tous les petits contextes et de pouvoir les utiliser pour prédire ces ventes-là. Et on veut aussi fournir donc des prévisions sur des articles qui sont très peu vendus, pour lesquels les méthodes de prévision habituelles ne fonctionnent pas. Donc ça aussi, c'est un use case sur lequel les méthodes statistiques classiques ont du mal en fait à donner des résultats quand on n'a pas une grande tendance. En fait, ces petites ventes-là sont difficiles à prédire. Et c'est là où la GenAI, qui elle, pour le coup, a déjà vu un tas de données par le passé, peut apporter une solution qui est beaucoup plus robuste que les méthodes traditionnelles statistiques. Donc, dans cette solution, il y a eu trois façons de procéder de façon générale. Donc, il y a une estimation statistique traditionnelle. Et donc, ce que j'ai envie de faire passer comme message ici, c'est que ce n'est pas parce qu'on utilise de la GenAI qu'on ne peut pas utiliser les autres méthodes. Parfois, en fait, c'est une association de toutes les méthodes là qui arrivent à donner des résultats les plus probants. Donc, dans ce use case, ce que nous avons fait, c'est que nous avons utilisé des méthodes de forecast traditionnelles basées sur la saisonnalité et la tendance générale de chaque produit pour faire un premier plan de la prédiction. Puis nous avons fait une estimation GenAI et machine learning au produit, sur la même produit, puis une autre estimation que nous avons fait à l'échelle du marché. Et pourquoi est-ce que nous avons choisi de diviser ça en différentes parties? C'est parce que quand on discute avec le business et avec les experts, on se rend compte en fait qu'il y a des tendances qui peuvent se dessiner par marché, qui peuvent se dessiner aussi par produit. Et dans ces discussions en amont, là, elle est super importante avec le business pour essayer de dégager nous-mêmes un raisonnement dans la data. Et puis, à partir de ça, on implémente ces méthodes-là. Et finalement, la quatrième étape, c'est la consolidation de toutes ces méthodes pour donner un résultat qui soit le plus robuste possible. Donc, finalement, le message à retenir sur ce use case, c'est que pour la prévision de vente, on peut coupler la méthode de GenAI avec des méthodes de statistiques classiques pour arriver à des résultats qui sont robustes. Alors, sur les difficultés, sur un sujet comme celui-ci, c'est qu'il faut prévoir en fait l'hétérogénéité des produits et des marchés. Et c'est là où la discussion avec le business prend tout son sens pour essayer de comprendre ce à quoi ils ont affaire régulièrement. Et en fait, le marché européen, par exemple, ou le marché chinois, ou le marché américain ne se comportent pas de la même façon. Mais ça, c'est des choses qu'il faut savoir en discutant avec le business. Et quand on arrive, en fait, à avoir ces premiers insights du business et qu'on arrive à séparer ces marchés-là en ces catégories, on arrive à faire des prédictions en utilisant la GenAI qui sont beaucoup plus robustes sur chaque marché. Et c'est des prévisions qui sont aussi intrinsèquement difficiles. Donc, il faut ménager aussi les attentes sur ce genre de sujet. Certains produits ne sont vendus que quelques fois dans l'année. Donc, comment est-ce qu'on fait de la prédiction sur ça? Il faut s'attendre à ce que ce ne soit pas parfait du premier coup et essayer de manager les attentes sur ce genre de sujet. Mais nous avons quand même réussi ce use case-là à améliorer les prévisions de 10% en utilisant la métrique classique. C'est un gain de temps quand on arrive à améliorer du coup ces prévisions, à savoir de ce dont on a besoin dans les prochains mois ou l'approvisionnement. En fait, on arrive à gagner le temps et puis à faire une automatisation de l'estimation et avoir une meilleure anticipation des commandes, à la placer plus en avant et puis à essayer de faire en sorte que les chaînes de production ne s'arrêtent pas. Et dans le luxe ou dans certains secteurs, c'est très important de toujours garder la production en cours. Alors, le cas d'usage 3, qui est un cas d'usage que j'aime personnellement beaucoup, c'est vraiment l'enrichissement des attributs des produits. Euh, Aujourd'hui, la question, c'est quand on a un produit qu'on veut uploader sur un site web ou sur un site sur une marketplace, en fait, vous avez des champs à remplir. On prenez votre image et puis vous avez des informations à remplir sur la couleur, sur le type de produit que c'est. Et en fait, ces informations permettent d'augmenter l'impact de votre référencement naturel ou de votre référencement payant.
Et donc, aujourd'hui, ce qui se fait, c'est qu'on utilise beaucoup de copywriters et le procès, c'est que nous allons prendre cette image-là, il y a quelqu'un qui va la regarder et qui va essayer de l'écrire manuellement, et qui va essayer de générer cette description. Avec la GenAI, on peut essayer de construire une base centralisée complète de produits, minimiser les différences entre les canaux de vente en s'appuyant sur ces capacités d'IA générative. Donc aujourd'hui, ce qu'on peut faire, c'est qu'on prend une image, la donner à notre modèle génératif et puis lui demander de générer une description de cette image, lui demander aussi de générer les attributs de cette image, de nous dire ce que c'est la couleur, de ce que c'est le type de matériau et les instructions pour en prendre soin. Et donc, quand on arrive à le faire, ça se fait en un seul clic. Ce travail-là, qui pourrait prendre 2 semaines à un copywriter à faire, on a quand même un travail qui est pré-mâché en quelques secondes et qui pourrait être recorrigé par la suite par le copywriter. Donc ça, c'est l'un des use cases où on voit clairement le problème et on voit comment est-ce que la solution s'intègre rapidement dans une pipeline et comment est-ce que ça arrive justement à améliorer, à réduire les temps de travail qu'on passe là-dessus. Donc, sur cette solution, première étape, hein, je pense que vous commencez un peu à vous habituer à la pipeline, c'est la récupération des données produits. Là, c'est une étape qui est super importante de qu'est-ce qu'on a comme données produits, qu'est-ce qui existe aujourd'hui, est-ce que c'est des images, est-ce qu'on a d'autres attributs qui ont été déjà générés pour ces produits et qu'est-ce qu'on a comme input. Et donc là, il faut regarder dans les gestionnaires de PIM ou de DAM pour voir ce qu'on a comme l'information sur ces produits, les rassembler. Et une fois qu'on a ces informations, la deuxième étape, c'est qu'on les passe dans la pipeline de génération. Donc, on lui donne des images ou quelques informations de base et puis on lui demande de générer d'autres attributs. Après, il y a aussi la question de c'est quoi les attributs qu'on a envie de générer. Et donc, c'est en ce moment-là qu'il faut aller parler au business pour leur demander pour tel produit, par exemple, c'est quoi les attributs les plus importants. Et puis, on peut donc demander à notre modèle de GNL de les générer de façon très rapide en partant sur l'image et sur les attributs qui sont existants. Et l'étape human in the loop pour human feedback, il faut aussi impliquer en fait les humains. Donc l'idée n'est pas de se débarrasser des copywriters, l'idée c'est justement d'avoir ce travail à la quai pré-mâché avec les descriptions et puis les attributs qui sont générés et puis il y a quelqu'un qui passe derrière pour vérifier la véracité de ces attributs qui ont été générés. Mais du coup, plutôt que de mettre 2 semaines là-dessus, on peut mettre quelques minutes justement à vérifier que tout est en norme et puis là on peut les mettre dans le PIM et dans le DAM et les passer sur la marketplace. Donc, sur les difficultés dans tel sujet, c'est la première difficulté, bien sûr, hein, c'est la complexité des données. Donc, en fonction du produit que vous avez sous la main, c'est quoi les attributs qu'il faut générer, dans quelle catégorie est-ce qu'il faut la placer. Donc, il y a une complexité des données et cette complexité des données, pour pouvoir la gérer de façon optimale, il faut prendre le temps de faire l'étude exploratoire pour avoir une vue globale de ce qu'on a sous la main et de ce qui serait bon à générer. Et donc, la partie étude exploratoire et analyse des données, elle n'est pas à négliger dans ce genre de sujet. Et parce que ça nous permet, ça nous aiguille sur ce qu'on a envie de mettre dans le prompt, ce qu'on a envie de demander au modèle d'IA générative. Et encore, c'est un des sujets sur lesquels l'écosystème d'IA générative est en développement. Donc, il faut pouvoir développer la méthodologie adaptée pour la mettre en place et puis tempérer aussi les attentes et prévoir les durées de développement qu'il faut pour ce genre de sujet. Aujourd'hui, quand on a mis ce use case en production, les conséquences en termes de ROI, c'est que nous avons une réduction du temps consacré aux tâches chronophages pour le métier. Donc, le copywriter, je viens de le dire, qui avant mettait 2 semaines justement à générer une description ou à générer la fiche de ce produit-là, aujourd'hui peut avoir quelque chose en 30 minutes qui est prêt à être uploadé sur la marketplace. Et donc, en termes de référencement, sur Google, ou sur les moteurs de recherche, vu que nous avons des attributs qui sont entièrement générés. Vous allez sur Google Shopping aujourd'hui, vous avez plein d'attributs qu'il faut mettre manuellement. Et quand vous avez un pourcentage de complétion qui est par exemple inférieur à 30%, votre référencement elle est juste assez faible. Mais aujourd'hui, avec l'IA générative, on peut avoir un taux de complétion qui est proche de 100%. Et donc, la conséquence, c'est que vous avez votre référencement qui est très, très, très amélioré. Et donc, il y a aussi une réduction des erreurs parce que là, nous avons quelque chose, une pipeline qui est robuste, qui est centralisée avec des indications qui sont claires, des instructions qui sont claires et une validation qui se passe derrière. Donc, nous avons une réduction des erreurs par rapport à ce qu'un humain pourrait faire parce que c'est beaucoup plus standardisé. J'ai l'impression qu'il y a une question dans le chat. OK. Ah, moi, je la vois pas. Ouais, OK. Ah si, chat. Ouais. Euh,
Merci, je vous laisse, belle journée. Alors Ok, avec ça, nous c'est voilà bien. perfect. Alors, le cas d'usage 4, qui est beaucoup plus artistique, c'est l'optimisation des processus de conception de design de nouveaux produits. Et donc là, pour aider les créateurs ou les designers dans certaines industries à créer plus rapidement les produits, l'idée, c'est si j'ai déjà deux produits qui existent ou j'ai un produit sur lequel j'ai envie d'apporter une petite amélioration en termes de design, euh, le process traditionnel, c'est de redessiner tout ce produit-là de zéro. Et donc, ça peut prendre aussi du temps. Aujourd'hui, on peut, avec des modèles d'IA générative, prendre un produit qui existe, demander une amélioration avec un prompt ou un template, un motif, et puis avoir quelque chose qui est généré de façon très rapide, en quelques secondes d'ailleurs. Et donc, ce que désirait faire le métier dans ce use case, c'est de permettre de mettre au point des designs en fusionnant des produits ou objets existants pour créer de nouveaux assemblages, de marier des univers de marques différents et puis aussi donc d'accélérer le processus de développement produit en aidant les créateurs à construire des modèles beaucoup plus esthétiques. Et donc, c'est une solution beaucoup plus technique ici parce que c'est une solution qui est basée sur les designs qui sont existants dans la maison. Donc, il y a une phase de fine-tuning où il faut quand même développer de petits modules qui apprennent l'identité donc sur les images de la marque aujourd'hui. Et donc, à qui il faut passer quelques images pour que le modèle s'habitue justement en fait à ce qui se fait aujourd'hui. Et une fois qu'on a un petit modèle là qui est entraîné comme ça, on peut désormais prompter, donc lui demander de générer de nouvelles images. Et donc aujourd'hui, la spécificité de ce use case, c'est plutôt que de lui poser une question avec du test, on peut lui demander, on peut prompter le modèle avec une image. Donc on peut lui passer une image ou deux images et puis lui demander de nous donner une image résultante qui respecte en fait l'univers de la marque. Et après, c'est une fusion d'encodage, mais ça, c'est des termes techniques. Mais globalement, ce qu'il faut retenir ici, c'est que ce processus créatif-là, où il faut dessiner tous les objets, où il faut dessiner tous les produits manuellement et qui prend du temps aujourd'hui, avec un petit modèle de GenAI qu'on a entraîné ou fine-tuné sur quelques données, on peut juste lui poser, donner deux images, et puis à partir de ces deux images-là, ce modèle peut générer un nouvel univers ou qui respecte quand même l'identité de la marque. Et alors, il y a d'autres cas d'usage qui ont été faits, là, par exemple, récemment pour une grande marque de montres suisse, et qui a été également fait par l'équipe avec laquelle travaille Kwame aujourd'hui. Et bah, on a donné au modèle à manger euh, tout un tas de montres qui avaient été créées par la marque dans l'environnement donc contextuel de la marque et de son historique. Et on a donné également au LLM des images venant des derniers défilés de mode faits par la marque, enfin par le groupe qui possède la marque, avec toutes les dernières tendances en termes de design et de mode. Et on a demandé au LLM de sortir des montres dont le fond d'écran reprenne telles les dernières tendances. Et ça a donné des résultats tout à fait probants, puisqu'un certain nombre de nouveaux modèles de montres ont été élaborés sur la base de ce résultat. Exact. Et donc, c'est le type de use case sur lequel, s'il fallait reprendre tous les défilés un à un et puis demander à un designer de les recréer, en fait, on n'a pas de résultat avant des mois. Alors que avec un modèle de génération, en fait, on peut rapidement les générer et avoir une base de travail qui est déjà très, très bien peaufinée et puis éventuellement l'améliorer après. Et donc, c'est des modèles qui peuvent même générer des designs qui, comme l'a dit Valérie, peuvent rapidement rentrer en production. Parce que tout l'univers et puis tous les petits détails en fait de la marque ont été respectés sur les nouvelles images générées. Alors, difficulté d'évaluation sur ce genre de use case, faut quand même se mettre d'accord avec le business et puis avec les designers. Il y a peut-être des détails qui sont pas perceptibles à l'œil nu, mais qui pour un spécialiste peuvent l'être. Donc, l'évaluation des images qui ont été générées est une question centrale. Donc, avant de commencer ce genre de use case, il est préférable de se mettre d'accord avec les designers et de regarder en fait ce qui fait vraiment la marque, ce qui fait qu'une montre appartient à un univers et c'est quoi ces petits détails sur lesquels faut se concentrer. Et ça permet aussi justement de gérer le prompt et puis de guider le modèle dans sa génération en lui demandant de faire attention à certains détails parce que c'est ça l'univers de la marque.
Et puis, il y a aussi des aberrations qu'il faut gérer parce que ça reste du génératif. Vous avez dû voir les premières images avec Sidua sur les premiers modèles de Midjourney. Donc, il y a ces aberrations aussi qui reviennent parfois et faut corriger. Et donc, il faut le prendre en compte et puis anticiper qu'on aura ces petits soucis. Il y a le coût d'affinage et d'inférence parce que sur les modèles textuels, euh, on n'a pas souvent besoin de réentraînement, mais sur les modèles où en fait on essaie de générer des images ou des vidéos, parfois il y a ce besoin-là de refine-tuner, donc de faire un petit entraînement sur les images de la maison. Parfois ce n'est pas lourd, parfois c'est un peu lourd, donc il faut prévoir les capacités en termes d'infrastructure justement pour de tels sujets. Et donc, en termes de ROI, enseignement sur ce use case, donc c'est la possibilité de réaliser un grand nombre de designs de façon très rapide en fonction de la situation. Il y a un défilé, on peut prendre ce défilé, se baser là-dessus et puis rapidement créer de nouvelles marques et de nouvelles montres, par exemple, dans l'orgerie. Il y a la créativité. Donc, c'est un outil qui peut aider aussi les designers à trouver des idées beaucoup plus rapidement, beaucoup plus efficacement tout en restant quand même dans l'univers de marque de la maison. Alors, le dernier use case intéressant dont on va parler, c'est la génération de contrats de santé, de prévoyance. Donc, aujourd'hui, l'objectif de ce use case-là, c'était de réduire et d'améliorer les délais de production des contrats, surtout en période de pic d'activité. Et l'effet recherché, c'est de créer un outil d'assistance pour les chargés de rédaction qui va leur permettre de réduire le coût de production des nouvelles notices et puis des conditions particulières. Donc, c'est de longs contrats, comme vous voyez de quoi je parle dans l'assurance et puis dans la santé. Et donc, c'est de longs contrats qui peuvent aussi être générés ou sur lesquels il faut passer plusieurs heures pour la génération. Donc, là, l'idée, c'est on récupère les éléments essentiels, les données essentielles, on récupère un pattern et puis on demande à un modèle de générer ce contrat qui va être relu derrière par un humain pour valider que tout est OK. Donc là, la pipeline, elle diffère pas trop de ce que je vous ai présenté pour les autres use cases. La première étape, c'est qu'il faut aller récupérer les données des souscripteurs avec un cahier de charges qui est bien défini, et dans lequel il faut être clair sur ce qu'on a envie de mettre dans ce contrat. Et puis, il faut l'analyser et générer le contrat. Et puis derrière, il faut aussi impliquer quand même toutes les équipes de vérification pour qu'on s'assure que sur la partie juridique et sur la partie légale, tout a été respecté. Donc, les difficultés, c'est la complexité des données. Donc, il y a une diversité de contrats à gérer. Donc, il faut quand même faire cette étude exploratoire là, pour voir ce qu'on a sous la main, ce qu'on a envie surtout de générer, et aussi mettre un écosystème en place. Plus on a de données, plus on a de différents univers, différents types de données, plus cet écosystème-là est compliqué parce qu'il faut prévoir un cas pour chaque donnée. Mais donc, ça, il faut l'anticiper. Je parle des difficultés, non pas comme des choses qu'on ne peut pas surmonter, mais c'est juste ces écueils auxquels il faut se préparer et anticiper pour que le projet soit réussi. Donc, en termes de retour sur investissement, forcément, quand vous avez un contrat de plusieurs pages qui est généré en quelques secondes, c'est une réduction de temps qu'on estime aujourd'hui à moins 70% chez les clients sur lesquels on a développé ces solutions. C'est aussi une satisfaction de clients et une amélioration du taux de transformation. Le taux de transformation, c'est quand vous avez un client qui veut un contrat et que vous mettez 2 semaines à le lui donner. Entre-temps, peut-être qu'il a trouvé, il s'est déjà fait approcher par un autre et donc il est parti. Mais aujourd'hui, on a un taux de transformation qui est beaucoup plus important parce qu'on peut générer limite dans la journée le contrat et puis le renvoyer au client. Et aussi, c'est une qualité, une diminution des erreurs parce que c'est du test qu'il faut rédiger manuellement et humainement. Ça en prend plusieurs erreurs alors que là, quand on a un processus qui est standardisé, en fait, on a moins d'erreurs sur la génération de ces contrats. Alors, quand on fait une petite synthèse des ROI que nous avons observés chez nos clients, de façon très rapide, c'est sur les messages automatisés, par exemple, nous avons une réduction de 50% de temps de gestion client. Sur la prévision des ventes, nous avons une amélioration de 10% sur les prévisions des ventes. Là, comme un des mortels, on peut penser que 10%, c'est peut-être pas beaucoup, mais quand on a des domaines où, en fait, toutes les ventes comptent, 10%, c'est quand même un gros chiffre et qui a formé... Et t'as surtout excuse-moi, Kwame, Ouais. et un gros impact sur le chiffre d'affaires parce que ça permet d'avoir les bons, ça impacte toute la supply chain. Donc ça permet d'avoir les bons produits disponibles au bon moment, au bon endroit, dans la bonne quantité.
Parce que sinon, bah, c'est 10% de vente en moins. Et 10% de vente en moins, ça peut être l'équivalent du résultat de toute l'année. Exactement. L'enrichissement des produits, c'est un gain de 50% de productivité sur le référencement et le référencement est très important. Vous avez plein de marketplaces aujourd'hui, donc quand on essaie d'occuper cet espace digital, faut avoir un référencement qui soit le plus parfait et donc 50% de productivité, 100% presque de complétion sur les attributs et tous les champs qui sont demandés par les marketplaces. Ça fait que votre produit ressort en premier et donc c'est ce qui s'est passé pour ce use case chez le client sur lequel on l'a développé. L'optimisation du design, donc réduction de temps de conception des semaines à des minutes. Et ça, c'est important. C'est littéralement de semaine à une minute. Donc, c'est pas d'une exagération. C'est, oui, plutôt que de dessiner le nouveau sac, on peut juste le générer en une minute. Voilà. La gestion des notices et des contrats, c'est la réduction des délais. Je viens d'en parler. C'est moins 70%. Et donc, une grosse amélioration de la qualité de la satisfaction client. Je crois qu'on a une question. Non, c'est quelqu'un qui doit Ouais, nous quitter parce qu'il a une autre réunion. ok, Je te le dirai s'il y a des questions. Je suis ça ça marche. de très près. Ok. Alors, en termes de stack et de choix techniques, on va pas rentrer dans les détails, hein, mais c'est juste pour vous présenter l'écosystème de ce dont on a besoin techniquement pour créer une solution de GenAI. Et donc, vous pouvez voir qu'on a du Python, on a du cloud, oui, on a des gestionnaires d'assets, et donc on a des intégrateurs. Donc, en fait, il y a un écosystème qui est assez riche et c'est pour ça que sur le casting et sur la façon de cadrer le projet, il faut quand même avoir ça en tête et aller chercher les bons talents justement pour pouvoir développer ces solutions. Euh, je pense que Charles-Éric reviendra là-dessus sur pourquoi Myriad. C'est parce qu'on a aussi une visibilité un peu sur où est-ce qu'il faut aller chercher justement ces talents-là pour prendre en main en fait toutes ces solutions. Alors, effectivement, juste sur cette partie-là, quand vous officiez dans le domaine de l'IA, vous êtes obligé de regarder en amont tout ce qui concerne les datas. Il faut des datas. Il faut que ces datas soient dans un bon état qualitatif, qu'elles soient bien managées, qu'il y ait des responsables de ces données. Tout ça, ça s'appelle de la gouvernance et du management de la qualité des données. Donc évidemment, on a été obligé de s'y intéresser. Donc on peut vous aider aussi sur ces aspects-là. Et en aval, ce qu'était en train de présenter Kwame, c'est des infrastructures techniques. Donc les gens qui font ça, alors comme vous l'avez compris, on manipule des grosses quantités de données, mais pas forcément tout le temps. Donc ça veut dire qu'une architecture, une infrastructure, pardon, technique dans le cloud est moins onéreuse, a priori, qu'une architecture que vous auriez chez vous et que vous utiliseriez que ponctuellement. Donc du coup, le bon profil pour réfléchir à la mise en place d'une telle architecture dans le cloud, ça s'appelle un architecte cloud et data. Et aujourd'hui, il y en a qui se sont, bien sûr, y compris chez Myriad, spécialisés sur le LLM. Donc, on pourra vous accompagner là-dedans. Et enfin, pour aller mettre en production, soit vous avez des profils un peu 360, comme notre ami Kwame, qui est capable de travailler sur toute la chaîne de valeur, mais plus généralement, sur les très gros projets, on va concentrer des ressources sur le LLM et la création de valeur autour des data et du LLM. Et on va avoir ensuite ce qu'on appelle des ML engineers qui vont aller déployer dans l'infrastructure cloud mise en place par l'architecte et les data engineers le résultat du travail des data scientists LLM. Voilà. Pardon, Kwame, pour cette interruption. Enfin, tu Non, m'y c'est avais bien. invité en même temps. Oui, oui, je t'avais invité, donc voilà, ça me permet de souffler un peu. Alors, ben, ça me fait belle transition sur comment réussir un projet GenAI. En fait, je pense qu'il y a trois points importants. Ça part du cadrage métier. Donc, la première question à se poser, c'est qu'est-ce qu'on a envie d'avoir? Qu'est-ce qu'on recherche comme solution? Et surtout, ce dont on dispose en termes de data, en termes de données, et quel est l'écosystème. C'est très facile parfois de se dire, je sens là une petite idée, puis on se lance sans prendre le temps de vérifier ce qu'on a sous la main. Et donc, ce cadrage-là, il est super important et de faire le point sur les existants, ce qu'on va utiliser et
de savoir si on a envie de faire un POC, ou si on a envie de finir un truc en prod. Et donc ça, tout ce cadrage, il est super, super important et il faut pas le rater parce qu'après, une fois que c'est raté, ça peut se complexifier derrière. Et parce qu'on essaie de mettre parfois aussi la barre assez haute et de formuler des attentes qui ne pourraient pas être respectées. Donc, cadrage, s'il y a un mot à retenir sur ces diapos, c'est ça. Et ça doit se faire avant que le projet ne démarre. Et une fois que ce cadrage a été fait et qu'on sait ce qu'on a envie de développer, dans quelles conditions on a envie de le développer et pour qui on veut le faire, il faut un accompagnement technique, une expertise avancée pour personnaliser ces outils-là. Donc, cette question-là, par exemple, de est-ce qu'on a envie d'aller sur le cloud, est-ce qu'on a envie de développer un serveur localement, euh, et ça, c'est des questions sur lesquelles il peut être difficile d'apporter une réponse. Donc, se faire accompagner techniquement, ça permet justement d'avoir les idées claires et puis de prendre les bonnes décisions pour que le projet réussisse. Et le troisième point, c'est de faire de sorte à mettre l'humain au centre. Je parlais de psychologie du changement pour que les gens adoptent des solutions GenAI. Parfois, le problème, vous pouvez avoir une très très bonne solution GenAI, mais si les gens ont peur de l'utiliser, finalement, vous n'allez pas avoir une très grande adoption. Et donc, techniquement, ça peut être un joli projet, mais qui sera quand même un échec parce que les gens ne l'utiliseront pas. Donc, les solutions GenAI qui marchent, dans les use cases que nous avons vus, c'est des solutions en fait qui ne viennent pas en remplacement de ceux qui existent, mais qui les aident et dans lesquels ils sont très impliqués. Donc l'humain au centre, et ce sera peut-être le troisième point en termes de facteurs clés à rajouter à cette liste. Et puis il y a la question de la gouvernance, de la sécurité, mais voilà, mais les trois points clés pour réussir déjà le projet, ce serait ça. Et donc, sur les étapes d'implémentation d'un projet GenAI, il faut déjà commencer. Il y a un travail en termes de business à faire, surtout sur les entreprises qui sont en train d'implémenter leur première solution de GenAI. Il faut identifier les cas d'usage prioritaires et ça dépend de la stratégie de l'entreprise. Est-ce que le cas d'usage prioritaire, c'est celui qui euh, améliore en fait la productivité des équipes, celui qui génère le plus d'argent. Mais en fait, il faut vraiment identifier ces cas d'usage prioritaires. Surtout, c'est le premier use case pour faire bonne impression. Et donc, une fois qu'on a choisi ce cas d'usage, il faut commencer par un proof of concept pour valider les solutions et les hypothèses. Et puis, essayer de faire un premier test pour voir si les gens sont quand même très enthousiastes à l'idée d'utiliser le produit qu'on a développé. Et puis, à partir de là, une fois que ça s'est validé, on peut penser en fait à un déploiement à l'échelle. Et donc là, avec un accompagnement dédié, parce que la partie proof of concept où on a deux ou trois personnes qui l'utilisent, et la partie industrialisation, il y a un gros gap. Et donc là aussi, il faut avoir un accompagnement technique solide là-dessus pour voir dans quelles conditions est-ce qu'on les déploie, chez qui est-ce qu'on les déploie, et en fait, qu'est-ce que ça va nous coûter, et faire le point sur ça avant de passer à la phase de l'industrialisation. Voilà, voilà. Donc, pourquoi Myriad et votre projet GenAI? Je pense que Chaléric a plus de réponses à cette question que moi. Mais je ne sais pas là si pour l'instant il y a des questions sur la partie technique ou pas technique d'ailleurs. Alors, y a-t-il des... Ah, mais le chat, dis donc. Il y a des gens qui sont partis, je pense. Oui, oui. Comme on parle de marque de luxe, bonjour. Comment était géré le droit à la propriété intellectuelle, puisqu'on parle là d'une marque de luxe? Comment est géré le droit à la propriété intellectuelle? Ouais, la propriété intellectuelle, là nous utilisons des modèles chez le client, ça a été un modèle open source, donc c'est des modèles sur lesquels enfin, on a le droit de les utiliser, donc c'est des modèles qui nous appartiennent et donc les images qui sont générées sont des images qui sont les nôtres. On n'utilise pas un modèle propriétaire, c'est des petits modèles que nous avons entraînés nous-mêmes, donc la propriété Ce qu'on appelle du RAG, finalement. c'est du RAG, ouais, c'est une sorte de RAG, mais qui n'a pas été développé sur. On n'a pas utilisé un site web, par exemple, pour générer ces images, mais des choses qui ont été hébergées dans la maison. Et donc, finalement, le RAG, c'est la partie où on va regarder dans notre base de données à nous et on utilise nos modèles à nous, justement, pour générer ces images-là. Donc, sur la propriété intellectuelle, tout appartient, en fait, à la maison. Donc, est-ce que ça répond à votre question, Monsieur Bernard? Je pense que M. Bernard est parti juste après. Ah, d'accord, ok, bon. Et parfait. Bon, alors, enchaînons. Donc, merci à tous, puisqu'il nous reste moins d'une minute d'être venus aujourd'hui, enfin d'avoir participé à ce webinaire. Merci, Kwame.
On vous enverra un petit mail avec la présentation et évidemment, nous sommes Inès et moi et Kwame, puisque Inès, vous ne la voyez pas, mais elle est avec nous, à votre disposition pour répondre à toute question que vous pourriez avoir. On peut peut-être passer le slide d'après. La conclusion, c'est que n'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions, comme je viens de vous le dire, que l'IA générative est absolument incontournable et que vous l'utiliserez quoi qu'il arrive. Donc en fait, aujourd'hui, la question il faut vous former. Toutes les formations sont gratuites, ne payez pas, vous allez sur Internet, il existe tout ce que vous voulez. On peut vous aider aussi là-dessus et vous conseiller des sites. Tout est gratuit pour se former et à partir du moment où vous êtes formé, vous allez recenser chaque mois 3 tâches qui vous fatiguent dans votre organisation et réfléchissez à si ces tâches, si l'IA générative ne pourrait pas vous les enlever. Et il est absolument certain que très rapidement, vous allez trouver des sujets adressables à fort ROI et qui vont grandement vous soulager la vie. Voilà. Merci à tous. Et s'il n'y a pas de questions, il est midi. Donc, je vais vous souhaiter un très bon appétit. Et je vous dis à très bientôt, j'espère.